Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est une soirée inédite, une rencontre inédite aujourd'hui avec Katharina Van Hoff, qui dirige donc Les Argonautes, la maison d'édition Les Argonautes qui est en train de se créer, qui est déjà en partie créée et dont les premiers titres sortiront en 2023. Je suis ravi de vous avoir ce soir, Katharina. C'est une première d'avoir une rencontre avec une éditrice en pleine construction de maison d'édition. On va commencer peut-être par votre parcours en tant qu'éditrice, puisque vous avez, ça fait déjà très longtemps que vous sillonnez les maisons d'édition et que vous êtes éditrice. Racontez-nous ce parcours si déjà si inédit. Oui, bien sûr. Merci déjà de me recevoir. C'est formidable. Et bonne soirée à tout le monde et bonsoir. Et oui, effectivement, je suis, comme vous entendez certainement, je suis allemande, donc née à Berlin. Et j'ai très tôt été en contact avec la littérature parce que mon père était écrivain en Allemagne, assez connu. Mais malheureusement, il est décédé très tôt, et donc quand j'avais 6 ans. Et j'ai été quand même, j'avais tous ces amis autour de moi et l'art toujours autour de moi. Et donc, j'ai très tôt commencé à m'intéresser à tout ce qui a à voir avec les livres. Et je suis d'abord devenue journaliste et après j'ai édité donc les œuvres de mon père, après qu'il était un peu oublié pendant 25 ans après sa mort. J'ai édité son œuvre, réédité et j'ai eu pas mal de succès avec ça. Donc j'ai sillonné un peu l'Allemagne en présentant son œuvre et mon travail d'éditrice. Et j'ai par la suite eu envie d'écrire moi-même. Donc, j'étais auteur d'un roman publié avec un succès moyen, disons. Je n'ai pas eu envie de continuer, en fait. Mais j'ai entre-temps rencontré mon mari, un Français. Donc, je suis allée vivre en France et là, j'ai dû donc recommencer un peu. Dès le début, j'ai repris mes études à Vitaneuse et je suis rentrée dans l'édition en faisant les droits étrangers d'abord. J'étais agent littéraire chez Anna Jorota. Et après 6 ans en tant qu'agent, j'étais embauchée par Gallimard et j'étais pendant 3 ans la responsable du service littérature étrangère chez Gallimard. Donc, j'ai coordonné tous les ouvrages, les différentes collections. Je me suis occupée du monde entier. Mais j'ai aussi coordonné avec Folio, la Pléiade, donc, et j'ai négocié quasiment tous les contrats, sauf les contrats anglo-saxons. Et j'étais éditrice des langues les plus diverses, surtout européennes, mais aussi l'Israël et les langues asiatiques et arabes. Et, donc, j'ai fait plein de très, très beaux livres avec des formidables auteurs. Et entre autres Orhan Pamuk pour la Turquie et Ludmila Ulitskaya, la grande romancière russe, et Amos Oz de l'Israël, Peter Handke, qui était d'ailleurs un très bon ami de mon père. Donc c'était un peu le cycle qui se fermait. Et j'ai après cette expérience-là, eu l'impression que quand même les auteurs européens ont beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui s'intéressent à la littérature européenne, mais que ça passe toujours un peu après la littérature anglo-saxonne. Et comme je suis allemande, et c'est un peu ma spécialité, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui, pour moi, est aussi une conviction que ça serait bien en Europe qu'on s'entend mieux entre les voisins, qu'on se connaisse un peu mieux et que les préjugés ne sont plus, ne doivent pas devenir trop importants, mais que c'est important de lire un l'autre. Et donc, j'ai eu envie de créer ma propre maison d'édition. Et évidemment, il fallait qu'elle soit spécialisée en littérature européenne. Donc, et là, vous êtes, voilà, on est arrivé là. Je peux continuer de parler comme ça, mais peut-être vous voulez m'interrompre. Oui, alors par rapport au roman traduit, en 2019, les statistiques montraient qu'en effet, plus de 3/4 des romans, 76% des romans étaient traduits en anglais. Justement, cette volonté-là de défricher quelque chose qui était inconnu ou en tout cas méconnu en terre française, c'était le but.
Oui, oui, tout à fait. C'était le but et c'était aussi, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi la fin un peu d'une période très, très importante où l'anglo-saxon a une dominance tellement forte sur notre vie culturelle en Europe ou partout dans le monde, en fait, et que ça, au plus tard, avec Trump, on était quand même un peu refroidi par rapport à ça. Et je pense que même des grands acteurs anglo-saxons, comme enfin, même Netflix réalise, que même Amazon réalise qu'il y a une richesse de création européenne qui a un grand potentiel, que les gens s'intéressent quand même à autre chose et qu'on n'a pas, même si les barrières culturelles avec les États-Unis ou avec l'Angleterre sont vraiment beaucoup plus faibles ou plus existantes du tout, on a quand même envie parfois de franchir des barrières aussi. Donc, ça fait rêver de lire un auteur italien ou allemand plutôt que de toujours avoir un peu de la même sauce. Donc, moi, j'y vois un grand potentiel et voilà, j'espère pouvoir susciter un peu plus d'intérêt. Vous êtes trilingue, allemand, français, anglais. Justement, c'est cette faculté-là à manier les langues qui vous, j'imagine, vous facilite la vie pour lire les textes, pour lire le manuscrit, ça c'est une première chose. Mais c'est aussi cet ancrage-là de traduction qui vous permet d'avoir cet angle européen. Est-ce que c'est uniquement, ça fait aussi partie de votre culture d'avoir ces trois langues en vous qui vous permettent de défricher des textes européens? Oui, tout à fait, ça m'aide beaucoup parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'anglais. Les Anglais ou les Américains, ils traduisent en effet très peu, même si c'est une langue très importante dans la traduction et dans la transmission des textes internationaux. Euh, c'est quand même plutôt l'allemand qui traduit beaucoup plus, enfin l'Allemagne qui traduit beaucoup plus. Par exemple, des pays de l'Europe de l'Est, mais aussi la France qui traduit beaucoup. Donc, c'est juste, je pense que c'est juste après l'Allemagne en termes de langues qui sont traduites et d'ouvrages qui sont traduits. Mais effectivement, la foire de Francfort, c'est la plus grande foire des droits de traduction du monde. Donc, c'est là où ça se passe. Et les Allemands, ils ont une grande appétence pour la traduction et pour les romans venant d'ailleurs. Et donc, j'ai souvent la chance de pouvoir lire un peu avant les collègues qui ne lisent pas l'allemand. Alors justement, avant de parler des Argonautes de manière plus précise, vous avez créé cette maison d'édition. Comment on crée une maison d'édition? Par quel chantier? C'est un immense chantier, j'imagine, au départ. Quelles sont les difficultés? Quels sont le périple auquel vous vous êtes attaqué? Oui, tout à fait. C'est effectivement un grand chantier. Heureusement, j'étais un peu naïve au début. Je me suis dit, je savais que tous les éditeurs me disaient toujours, c'est trop de travail, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais j'ai pas pensé que ma vie pouvait être encore plus, enfin, que je pouvais être encore plus active que je l'étais déjà. Mais il n'y a jamais de limite, j'ai l'impression. Effectivement, c'est énorme mais je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend. Je peux apprendre à gérer l'administration et c'est en ce moment ce que je fais, c'est j'apprends beaucoup tous les jours sur l'administration, sur les tableaux Excel que je ne connaissais pas du tout et sur voilà l'URSSAF, les règles fiscaux. Enfin, c'est sans fin vraiment, mais c'est passionnant tous les jours et comment je suis rentrée dedans. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait que je monte une maison d'édition pour lui et qui m'a donné carte blanche pour imaginer ce que je voulais faire. Et mon idée, c'était tout de suite de faire quelque chose avec l'Europe parce que c'est mon ADN, c'est mon identité et c'est ma préférence. Et après, il a dit, oui, mais c'est un très beau projet, mais je n'y crois pas vraiment. Et en plus, c'est le Covid, donc il s'est arrêté enfin, il m'a enlevé le soutien. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je pense que oui, si vous êtes là, la littérature, c'est énormément addictif et on ne peut pas lâcher.
j'avais déjà lu plein de livres que je voulais publier et j'avais déjà fait tout ce projet, j'avais déjà entamé tous les calculs, je savais que ça allait marcher. Je n'avais pas encore le soutien d'une banque, mais je savais que j'allais y arriver. Et voilà, j'étais déjà j'étais déjà en train de faire tout ça et je ne pouvais pas renoncer au projet. Donc, je me suis lancée moi-même et je me suis approchée des banques, je me suis approchée des associations qui aident des femmes qui veulent créer des entreprises. Vraiment tout bêtement, j'ai cherché du soutien. Et il y a un énorme réseau magnifique en France qui soutient les gens qui veulent monter des projets. Et là, j'étais prise vraiment dans la foulée aussi de tout cet engagement, de toute cette aide, souvent bénévole. Donc, j'avais un conseiller qui était formidable, qui m'a tracassé avec les tableaux Excel. J'avais une banquière qui a cru tout de suite en moi, qui voulait même pas qui m'a dit, ah, je sais, tous les autres, ils n'y croient pas, mais moi, j'y crois et on va passer sous le radar, on va juste faire le prêt un peu plus petit et comme ça va passer en dessous des radars des grands directeurs de banque qui m'ont toujours dit, je ne sais rien de l'édition, donc je préfère pas y aller. Donc, c'était un peu, l'édition est un peu spéciale, ça fait rêver tout le monde, mais pas tout le monde y croit. Donc, il faut beaucoup se battre pour avoir le soutien, mais il y a beaucoup de monde qui ont envie de rêver aussi. Et c'est ça qui m'a donné beaucoup de courage. Et voilà, je continue toujours à chercher du soutien. Ah, voilà. Notamment le labo de l'édition. Pardon? Et notamment le labo d'édition. Ah oui, le labo. C'est aussi donc c'est une formidable structure qui n'est pas assez connue, j'ai l'impression, mais c'est la ville de Paris qui a plusieurs incubateurs pour des startups et dont un qui est vraiment spécialisé dans l'édition. Et ils m'ont aidé beaucoup aussi, donc ils m'ont aidé à monter un dossier pour une subvention qui vient de la BPI pour l'innovation dans l'édition. Et donc c'est là où j'ai pu trouver du soutien pour mon projet de faire beaucoup plus de marketing qu'on fait d'habitude pour la littérature, parce que la littérature européenne et la littérature littéraire, elle est toujours très en retard avec les méthodes marketing. Il n'y a pas beaucoup qui se passe, il y a beaucoup plus qui se passe pour la littérature de genre ou pour la littérature, oui, jeunesse. Il y a pas mal d'expériences sur le marketing, mais pas en littérature. On a tendance à se dire, ah, c'est trop littéraire, on va pas, déjà ça vaut peut-être pas la peine parce que les chiffres sont pas assez bons. Et après, on ne veut pas expérimenter parce qu'on veut rester dans cette bulle littéraire. Mais moi, je pense que pour franchir les barrières, il faut justement faire appel un peu aux nouvelles méthodes de marketing. Donc, c'était ça mon idée. Et le labo de l'édition m'a aidé de trouver du soutien et m'a conseillé comment faire pour créer un énorme site Internet qui pour moi était tout nouveau aussi. Donc, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Et là, j'ai une équipe technique qui fait ça. Donc, c'est très bien. On est vraiment... Je me suis sentie bien entourée et j'ai des collègues au labo de l'édition. Là, je suis à la maison, je ne suis pas au labo, mais normalement, je suis en semaine, je suis au labo. Et j'ai beaucoup de collègues qui travaillent avec l'intelligence artificielle dans l'édition scolaire, mais surtout dans les médias et qui font des choses mais 30 fois plus ambitieuses que moi. Moi, je suis toujours la seule qui a une maison d'édition classique et ça m'inspire beaucoup, ça m'aide beaucoup et du coup, j'ai moins l'impression d'être complètement folle de monter un projet qui, pour moi, est assez grand. Donc, Est-ce qu'un Jason est particulièrement dans votre tête? Pourquoi ce nom-là? Et justement, comment vous la définiriez pour donner envie à ceux qui vont pouvoir la découvrir d'ici quelques mois? oui. Oui, pour moi, les Argonautes, c'est tout d'abord l'aventure de découvrir, d'explorer, de s'aventurer sur des chemins qu'on ne connaît pas encore. C'est très difficile de trouver un nom pour une maison d'édition qui marche à peu près. Ça m'a pris longtemps.
Mais quand j'ai trouvé, j'avais vraiment l'impression de trouver parce que ça m'a inspiré moi-même et ça a à voir aussi avec le fait que pour moi, ce ne sont pas les héros qui font un grand voyage et qui sont héroïques. Moi, j'ai plutôt une relation assez, voilà, presque cynique avec l'héroïsme. Mais je trouvais ça assez amusant, cette bande d'hommes, et parfois ce sont 70, 80 noms différents dans les différents mythes qui sont racontés. Et parfois, il y a même une femme, il y a Atalante qui fait partie des Argonautes. Mais en gros, c'est une grande histoire qui est racontée de génération en génération pour décrire une aventure assez vaine de quelques hommes qui cherchent quelque chose et personne ne sait vraiment ce que c'est. Et moi, je trouvais ça assez drôle parce que ça décrit pour moi vraiment ce imaginaire commun de l'Europe aussi que je souhaite faire découvrir et ce patrimoine d'histoire qui sont passionnants pour moi. De la maison d'édition. J'imagine que vous fondez davantage d'espoir. Mais non, le côté veine, pour moi, c'est un peu comme quand je regarde la guerre et je comprends pas, en fait. Je comprends pas cette aventure masculine qui, oui, pour moi, un peu vaine, mais en même temps, tous les histoires de mon enfance sont faites de ça aussi. C'est une question, oui. Enfin, moi j'aime bien me moquer un peu de ça, mais en même temps, non, j'espère bien faire une belle aventure et donner envie de faire des belles aventures, mais surtout pour les lecteurs et sans guerre et sans massacre, s'il vous plaît. Donc, Alors justement, les Argonautes, comment vous définiriez cette maison d'édition? Quel est son ADN? Quelle est sa patte? On a compris que c'était la littérature européenne, évidemment, mais avec quel ressort? oui, donc c'est vraiment, je suis partie de l'idée de la carte. Donc, comme vous savez peut-être, j'ai donc l'idée de marketing, c'est de faire une carte interactive et participative où sont repérés les grands romans de l'Europe. Donc, il y a toujours un ancrage géographique pour chaque roman. Et dans mon programme éditorial, c'est pareil. J'ai voulu faire des romans qui sont ancrés dans un paysage européen, dans une histoire et dans un patrimoine, enfin vraiment des grands romans européens avec plutôt du souffle romanesque que de l'expérience linguistique. Donc, j'aime beaucoup quand il y a une forte narration, quand il y a des protagonistes qui racontent une vraie histoire et que quand, voilà, quand on arrive à s'identifier et quand on voyage à travers la littérature. Et donc, pour moi, c'est ça. Ce sont des auteurs plutôt vraiment reconnus déjà. Donc, je ne voudrais pas être un éditeur de niche. Il y a des excellents et beaucoup d'éditeurs excellents qui font la littérature plutôt pour un petit public, pour les happy few, comme on dit, qui aiment la littérature, disons, Europe centrale. Enfin, il y a vraiment des niches pour quasiment tous les goûts. Moi, je voudrais vraiment faire la littérature pour un public plus grand qui procure un grand plaisir de lecture et qui n'est pas trop opaque, pas trop difficile, mais qui donne un vrai plaisir de lecture. Il n'y aura pas de place pour les premiers romans. Est-ce que c'est une possibilité ici? Et là, c'est mon côté agent littéraire qui ressort ou mon expérience sur le marché d'édition internationale. Donc, pour moi, il peut y avoir un premier roman qui est très prometteur et qui a tout de suite du succès à l'international, qui est tout de suite reconnu, où on voit que l'auteur va aller très loin. Donc, ça, c'est incontestable. Ça arrive tous les ans. Et quand on regarde dans le monde entier, il y en a même beaucoup comme ça. Et c'est très beau à voir. Donc, il y a souvent à Francfort, lors des foires, il y a un vrai engouement pour même des débuts. Donc,
moi, j'ai acheté une autrice début qui était déjà une poète très, très reconnue au Danemark et déjà traduit aussi en tant que poète et qui a écrit son premier roman. Et le roman a tout de suite été vendu dans plusieurs pays. Il est en cours de traduction un peu partout. Et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est une autrice vraiment très, très talentueuse et ça donne il y a justement cette ambition littéraire qui est importante pour moi aussi, qui dépasse les frontières. Donc, moi, je publie des livres qui voyagent vraiment, qui sont souvent traduits dans beaucoup de pays déjà. Donc, Est-ce qu'il y aura de la place pour de la littérature française? Peut-être pas tout de suite. J'imagine que quand on lance une maison d'édition comme la vôtre, on laisse d'abord le temps aux éditeurs étrangers qui ont déjà du succès pour avoir une sécurité, j'imagine. Et ensuite, se lanceront peut-être dans la littérature française. En fait, je ne sais pas encore, j'ai accompagné quelques auteurs français, j'étais déjà très tentée de faire ça aussi, mais je pense que pour l'instant, je me concentre vraiment sur les traductions. C'est que j'aime beaucoup cette façon de travailler aussi. J'aime beaucoup pouvoir lire un roman déjà prêt. Donc, on parle toujours dans l'édition, on dit toujours les traductions sont trop chères, les traductions sont difficiles à défendre parce que les auteurs ne sont pas sur place ou ne parlent pas la langue. Mais en fait, il y a un énorme avantage, c'est que le livre est prêt et on peut le lire la plupart du temps dans ma langue ou dans une autre langue. Et donc, on voit déjà la qualité et il y a une garantie précieuse pour la qualité. Et ce qui m'intéresse un peu moins ou ce qui m'a jamais vraiment fait vibrer, c'était de lire des textes qui étaient à moitié bons. Donc, et ce qui est souvent le cas, c'est normal quand ce n'est pas traduit. Il faut qu'on ait un vivier beaucoup plus grand de talents qui se développent, qui se construisent. Quand on traduit, on a tout de suite une qualité, une garantie de qualité énorme qui m'intéresse beaucoup. Alors justement, sur les traducteurs qui sont rarement mis en avant en France, ça commence à devenir un petit peu plus décent, mais ils sont quand même souvent mis sur le banc. Justement, comment vous allez travailler avec eux? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle façon de travailler avec eux? Est-ce qu'ils vont être, c'est ce que réclament la plupart du temps les traducteurs, est-ce qu'ils vont être sur les couvertures d'ouvrages, ce qui est très rare dans certaines maisons d'édition? Est-ce que ça peut être le cas aussi? Est-ce que vous allez les mettre en avant davantage? Oui, tout à fait. Donc, moi, je trouve que c'est déjà pas mal fait quand on voit les festivals, les grands festivals qui se consacrent un peu plus à la littérature traduite. C'est très bien fait. Ils sont souvent invités, les traducteurs. Moi, je ne partage pas le grand chagrin qu'il soit pas. Il y a beaucoup de traducteurs qui n'aiment pas être mis en avant non plus, donc il ne faut pas oublier ça. Donc c'est un métier qui est parfois plutôt un métier de ceux qui aiment bien être au KM ou pas sur scène. Mais pour moi, ils sont précieux, les traducteurs, parce que c'est des vrais experts, pas seulement du livre qu'ils ont traduit, mais aussi de la langue, de la culture. C'est parfois des excellents passeurs de passion, des experts de la transmission culturelle entre deux cultures, donc ils savent expliquer. Et il y a une nouvelle génération de traducteurs qui effectivement est très près de présenter des livres, d'en parler, de même aller sur les réseaux sociaux, ce qui est toujours un peu rare, mais et pour moi, c'est un développement très intéressant. Il y a aussi de plus en plus de prix de traducteurs. Et oui, effectivement, moi, je vais les mettre beaucoup en avant. Je vais les mettre sur la couverture des livres. Je vais mettre leur biographie dans mon argumentaire de vente et pas sur la quatrième de couverture, mais sur les rabats, parce que directement en dessous de la biographie de l'auteur. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour les lecteurs, tout simplement, de suivre aussi les traducteurs. C'est un grand plaisir surtout dans les langues rares,
on a des traducteurs qui sont tellement bons qu'on a envie de lire les livres qu'ils ont traduits. Donc, c'est un peu comme suivre un auteur, on suit un traducteur. Et je pense que ça, c'est précieux pour les lecteurs, c'est précieux pour les éditeurs et précieux pour l'entente culturelle en Europe. Donc, ça a à voir beaucoup avec l'Europe aussi pour moi. Oui, bonjour. J'avais plusieurs questions, donc je ne sais pas si on aura le temps de, de toutes les explorer. Je voulais savoir si vous aviez des pays de prédilection avec lesquels la littérature vous parle un peu plus. Savoir également par rapport aux sujets qui seront traités dans les romans que vous allez sélectionner, si vous êtes plutôt tourné vers des sujets de société actuelle ou plutôt sur de la littérature historique. Je crois qu'il y avait une question qui était un petit peu dans cette direction-là. Savoir aussi si vous êtes plutôt dans le défrichage de nouveaux auteurs, à rechercher des auteurs qui publient sur des blogs, par exemple, ou si vous cherchez plutôt des auteurs confirmés. Et enfin, ma dernière question, si jamais on a le temps de tout voir, c'est récemment créé l'an dernier une maison d'édition qui vise aussi, enfin que vous connaissez certainement si vous avez travaillé en littérature étrangère chez Gallimard, qui est Le Bruit du Monde, et qui défriche beaucoup aussi en Europe sur le côté littérature étrangère. Et du coup, est-ce que vous avez une ligne éditoriale que vous voulez vraiment différente? Et voilà, qu'est-ce qui va différencier un peu ces deux maisons de création récente? Oui. Oui, déjà, Le Bruit du Monde, c'est la maison de Marie-Pierre Grastieu avec laquelle j'ai travaillé chez Gallimard. Donc, je pense que je sais à peu près ce qu'elle fait. Je vois aussi les auteurs. C'est très, très beau ce qu'elle fait. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est effectivement un peu différent. Et là, je reviens à une des premières questions. Moi, j'aime, et je pense que Le Bruit du Monde ne s'interdit rien. Il y a des essais, il y a des auteurs américains, anglais, que moi, je ne fais pas. Je ne traduis pas de l'anglais. Donc, ça, c'est déjà ma spécificité. Et pour moi, le plus important, c'est le souffle romanesque. C'est effectivement ce lien avec un endroit précis, plutôt avec un endroit qui existe réellement. Donc, il n'y a pas de dystopie ou d'imaginaire chez moi. Il y a peut-être du réalisme magique, mais pas parce que on ne peut pas imaginer la littérature de l'Europe de l'Est sans. Mais je pense que oui, je suis peu dans le débat. J'ai une autrice que j'ai déjà acquis qui est danoise et qui écrit un roman, ou même c'est 7 romans qu'elle va écrire, donc c'est la débutante de laquelle je viens de parler. Elle a écrit, non, elle est en train d'écrire 7 romans autour d'un événement au Danemark, donc une grande tragédie parce qu'il y a une ferry qui a été incendiée et il y a 159 personnes qui ont trouvé leur mort dans cet incendie et ça a traumatisé, c'était en 1990, et ça a traumatisé le Danemark, qui est un petit pays où tout le monde prend tout le temps le ferry. Donc cette série de 7 romans tourne autour de cette tragédie et c'est une immense et très ambitieuse critique du capitalisme. Donc, à un moment, l'autrice, elle sort de l'histoire et elle commente et elle dit comment est-ce que c'est possible que pour récupérer l'argent de l'assurance, le bateau a changé 5 fois de propriétaire pour permettre que des gens meurent dans cette tragédie. C'est très fort, c'est très engagé. C'est un livre qui vraiment veut éveiller l'attention et veut critiquer le capitalisme dans son pire. Il y a un chat. Mais ce n'est pas. Moi, je ne pense pas que c'est un débat sociétal en soi. C'est vraiment une approche très littéraire qu'elle fait, qu'elle cherche. Et c'est ça que j'aime bien. Elle travaille vraiment avec le langage. Il n'y a pas de... C'est très poétique. C'est une histoire d'amour qu'elle raconte. Elle ne raconte pas la tragédie en direct. Donc, c'est très marginal, en fait, comment elle traite cette tragédie réelle. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important qu'il y a toujours une histoire qui est racontée
qui nous apporte, qui nous emporte et qui donne plaisir de lire surtout. Après, je me définis pas du tout en contraste avec le bruit du monde. C'est vraiment, on a eu l'idée apparemment vraiment au même moment, bizarrement. Et c'est quelque chose que moi, je ne vis pas l'édition comme une concurrence et surtout pas en littérature européenne. Je pense que le plus on est à se battre pour cette littérature-là qui sans limite, qui est d'une richesse énorme et d'une diversité énorme, le mieux c'est, parce que le mieux, on va casser les barrières et on va faire que les gens ont moins peur de lire un roman croate, parce que le roman croate, quand il arrive en France, c'est un très, très bon roman. Enfin, ça vaut vraiment le détour. Donc, et c'est ça que je veux montrer. Donc, oui, pour moi, pour revenir à vos questions, je sais, ce sont plutôt, je ne défriche pas des auteurs sur les réseaux sociaux ou des débutants. Je cherche sur les grands marchés de droits de traduction. Donc, je cherche des auteurs qui ont gagné beaucoup de prix, qui ont gagné beaucoup d'attention dans les différents pays déjà. Je suis en contact avec les plus grands agents pour trouver les talents d'aujourd'hui qui vont tracer leur chemin, qui vont sans doute être là longtemps et que je peux construire dans le temps. Donc, ce qui est important pour moi, c'est cette démarche patrimoniale quasiment d'une construction d'un catalogue qui va dans la durée nourrir la maison. Donc, pour une maison comme ça, moi, j'espère d'avoir la plupart des ventes vraiment du fond. Donc, pas tellement les nouveautés, mais vraiment, c'est pour ça aussi que cette carte est si intéressante pour moi parce qu'elle dynamise le fond. Les gens peuvent trouver des romans, même quand ils sont déjà partis des tables des libraires. Et ça, c'est important pour moi que de travailler dans la durée, de suivre les auteurs et d'espérer qu'un jour, ils auront le prix Nobel, tout simplement. Karina, on n'avait pas prévu que les chats s'invitaient dans les fenêtres, donc ne vous inquiétez pas, c'est bon, ne soyez pas perturbés. Estelle, c'est à toi. Oui, si, j'espère qu'on m'entend, j'ai pas trop de réseau, donc c'est pour ça que j'avais pas la visio allumée, super. Moi aussi, j'ai plusieurs questions, dont certaines qui sont liées. La première, c'est que on sait que la littérature étrangère, c'est vu tout ça. Alors, je sais que vous étiez déjà bien calé sur la question, mais ça reste toujours intéressant et important quand on se lance. Et aussi, toujours un petit peu en lien, comment on se positionne quand on monte une maison d'édition après être passé chez Gallimard avec des tirages incroyables, des prix Nobel à tire-larigot, et comment on fait pour monter quelque chose qui soit à la fois ambitieux mais pas trop, pour s'y retrouver financièrement. Et ma dernière question, qui est encore la continuité de ma pensée, on a beaucoup parlé de littérature contemporaine. Je crois comprendre que c'est ce qui vous intéresse plus, surtout avec votre parcours. Mais est-ce qu'il y aura une place quelque part dans la maison pour des auteurs plus anciens, soit qui n'ont jamais été traduits en français, soit peut-être des retraductions ou des traductions libres de droit? Cette fois, j'ai terminé. Merci. La question. Oui, effectivement, donc ça peut monter très haut quand on achète des auteurs reconnus qui ont eu des prix partout et qui sont traduits partout, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui est très beau qui s'appelle l'exception française. Donc, c'est que parfois, les auteurs se vendent partout sauf en France. Parfois aussi, il n'y a que les éditeurs français qui achètent un auteur, mais tous les autres n'en veulent pas. Donc, c'est vraiment, ça c'est le French kiss. C'est quand un éditeur français achète en premier, parfois le monde entier se dit ça ne peut pas être bon. Donc, c'est vraiment, donc ça c'est des phénomènes sur le marché. Je vois ça ne vous fait pas trop rigoler, mais on en rigole beaucoup à Francfort parce que oui, ce sont des effets un peu bizarres qui arrivent.
Mais donc, il y a des choses à trouver quand on cherche bien, ou des choses, il y a des auteurs à trouver quand on cherche bien qui sont plus traduits ou qui ne sont pas encore traduits en français, mais qui sont quand même d'une énorme qualité. Ça peut avoir des millions de raisons. Ça peut avoir des raisons oui, de conjoncture ou de hasard ou d'un éditeur qui change de maison et qui n'amène pas ses auteurs. Enfin, il y a beaucoup de raisons comme ça. Dans tous les cas, on peut trouver, il y a toujours des projets à trouver qui sont intéressants. Et je ne m'amuse pas à trouver que des fonds de tiroir, évidemment, mais je fais un peu de ça parce que ce qui me chagrine beaucoup parfois, c'est, et là j'ai acheté une autrice suisse, Dana Grigorcha, c'est un bon exemple, qui a été publiée par Albin Michel avec une petite nouvelle magnifique. Et après, Albin Michel a décidé que c'est pour X raisons qu'ils n'allaient pas continuer. Mais l'autrice, elle fait que exploser maintenant. Son talent fait que commencer à se développer et elle est très, très reconnue à l'international sur le marché littéraire allemand. Et pour moi, il n'y a pas de doute qu'elle va aller loin. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème de la reprendre. Et je trouve ça me chagrine beaucoup, les auteurs qui, comme ça, tombent entre les deux chaises et sont perdus à jamais parce que beaucoup d'éditeurs ne reprendraient pas d'auteurs. La question des avances, ça peut effectivement monter très fort, mais ce n'est pas non plus irraisonnable. Donc, j'étais très longtemps agent. Je sais mettre en avant les arguments qui font qu'un livre n'est pas trop cher quand on sait qu'il va peut-être pas tout de suite être un best-seller, mais que ça va prendre 20 ans avant qu'il ait son prix Nobel pour qu'il se vende. Donc, mes partenaires à l'international, ils me connaissent très bien. Ils savent que je fais du bon travail, que je suis une partenaire sérieuse. Donc, j'ai des avantages de relation, de confiance qui sont très importants dans l'édition. Donc, parfois beaucoup plus importants que l'argent. Et les taux des grands avances, ça se ferme sur les éditeurs qui sont très riches, qui ont beaucoup de succès et ça va devenir un problème plus tard pour moi. Donc, dès que j'ai des auteurs qui se vendent très fort, je vais avoir du mal à les payer. Donc, ça, je sais aussi. Mais pour l'instant, il y a un état de grâce parce qu'ils savent que je commence, que je n'ai pas encore des revenus, qu'il va falloir que je prouve ma place dans l'édition. Et tout ça, ça fait que ça va au début. Mais c'est vrai que dès qu'un de mes auteurs aura un grand succès, ils vont vouloir être payés pour ça. Et pour moi, c'est normal. Je viens d'une famille d'écrivains, donc je trouve que c'est bien aussi que les auteurs soient payés. Donc, moi, j'y adhère entièrement. Et je trouve que c'est important aussi parce que ça montre l'engagement. Donc, si je paye 100 000 euros pour un auteur, pour un ouvrage d'un auteur, je vais mettre le budget marketing, je vais mettre l'effort en fonction. Et ça, c'est important pour les auteurs parce que s'ils ne sont pas défendus à leur niveau, ça peut tourner très mal. Donc, les avances fortes ont une incidence aussi sur le travail qui est fait. Il y a beaucoup d'éditeurs qui achètent des livres très, très chers et qui après oublient qu'ils ont acheté très cher ou qui partent et après la maison ne fait rien. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver pour moi, pour les auteurs, pour les livres. Et donc, moi, j'ai très envie de faire le travail. Et plus tard, quand j'ai des succès, je vais essayer de me battre, tout simplement. Je vais essayer de jouer sur la confiance, sur mon bon travail, sur mon sérieux. Et souvent, ça marche parce que les auteurs souhaitent rester avec leur éditeur qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et c'est un peu pareil pour tous les partenaires de la chaîne du livre. On aime bien les gens qui travaillent bien. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'éditeurs qui font un travail
énorme et qui ne payent pas très cher les droits. Pour les retraductions, j'ai très envie de faire ça aussi. J'ai très envie, et ça faisait effectivement une grande partie de mon projet, de faire des nouvelles traductions de grands romans européens qui étaient tombés dans l'oubli. Et je pense que je vais le faire, mais j'avais un livre qui était censé être mon point de départ pour ouvrir le catalogue et je ne l'ai pas eu. Donc, quelqu'un d'autre, je n'étais pas assez rapide, donc quelqu'un d'autre va le faire. Et maintenant, ça me manque un peu et il me faut ce livre qui m'ouvre le catalogue. Pour l'instant, j'ai des auteurs contemporains, mais qui se lisent d'une manière assez classique et qui... mais c'est difficile de mettre à côté un seul roman d'un auteur peut-être pas très connu en France, suédois des années 30. Donc, il faut que j'attende un peu pour trouver le grand enjeu. Oui. J'adore ça, ça c'est sûr. Chloé, Merci c'est à beaucoup. toi. Oui. Bonsoir. Excusez-moi pour l'apparition de Costia. J'avais une question. Comment est-ce que vous trouvez les traducteurs? Est-ce que ce sont des traducteurs qui viennent directement vers vous? Ou est-ce que lorsque vous avez lu un roman vraiment intéressant, vous avez déjà un petit réseau de traducteurs? Oui, en général, j'ai un réseau de traducteurs assez important parce que j'ai déjà travaillé beaucoup dans la littérature étrangère. Donc, il y a pas mal de traducteurs que je connais bien. Et après, je me fie beaucoup aux preuves de leur travail. Donc, pour l'instant, je travaille beaucoup avec des traducteurs qui sont déjà assez expérimentés en littérature et qui ont fait leurs preuves, qui ont traduit des livres que j'adore, qui ont fait des traductions qui sont remarquables. Et j'essaie de les avoir. Et aussi, je regarde évidemment un peu si ce sont des traducteurs qui ont envie de défendre le livre, parce que pour moi, c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, que les traducteurs aient envie de défendre, de voyager peut-être avec l'auteur à travers la France pour le présenter sur les festivals. Ça facilite quand même beaucoup la communication et le passage de la transmission de la passion pour un texte quand on a un traducteur qui a envie de défendre le livre. Mais essentiellement, il faut regarder leur travail, il faut... Voilà, moi j'aime... Pour mon tout premier livre, j'ai une traductrice qui va certainement plutôt pas faire la présentation du livre parce qu'elle est assez âgée, mais elle a une langue remarquable et c'est ça que je voulais pour ce livre, donc une expérience et une langue remarquable. Il y a des excellents traducteurs, heureusement pour la plupart des langues européennes. Il y a parfois un peu des trous par langue, mais il y a un très bon choix en général. Comme toute très bonne maison d'édition, vous avez fait le choix de publier peu, de 10 à 12 livres par an, et je pense qu'il faut en parler également, puisque c'est un choix, et je pense que c'est difficile de faire plus, surtout quand on est seul en tant qu'éditrice, même si on a j'imagine plusieurs freelances qui vont travailler avec vous, mais justement ce choix-là d'une édition raisonnée qu'on aimerait voir davantage après la crise du Covid, qui n'a apparemment pas servi. Mais justement, cette édition raisonnée, c'est un engagement aussi que vous voulez tenir? Moi, je suis malheureusement pas du tout raisonnable, sinon je ne serais pas là. Non, moi, je ne crois pas trop dans la surproduction de laquelle on parle beaucoup. Moi, je pense qu'il y a plutôt... Moi, je crois plutôt dans les bons livres et mon engagement, c'est de faire la qualité et de ne pas faire des compromis sur la qualité. Et de ne pas faire l'édition de niche. Donc, si je ne trouve pas les lecteurs pour mes livres, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pour des raisons économiques, ça ne va pas marcher parce que je ne vais pas pouvoir payer les traducteurs. Mais je ne m'interdis pas du tout de faire beaucoup plus de livres si ça marche bien et si les lecteurs en demandent. Ça, ce n'est pas, pour moi pas un problème. Ce que je ne voudrais pas faire, c'est...
voir que mes livres tombent entre les chaises parce que j'en fais trop et je n'ai plus le temps pour m'en occuper. Mais je pense que autant que la demande est là, que l'intérêt est là et que mes auteurs sont heureux, tout va bien et je peux m'étendre comme je veux. Alors, il y a une question de Christophe. Avez-vous un diffuseur qui accompagnera vos ouvrages ou bien pensez-vous vous occuper de la diffusion dans un premier temps? Ah non, 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 pas du tout. Vraiment, j'ai vraiment envie de commencer rapidement et aussi fort que possible. Et je ne peux pas me permettre non plus de me diffuser moi-même. Ça serait la folie. Ce que je fais, c'est avec mon site et ma plateforme, c'est la surdiffusion. Et je suis actuellement en train de négocier pour trouver le meilleur partenaire pour ma diffusion de distribution. Donc, ce n'est pas encore fait, mais c'est en train. Et si on parlait des premières parutions qui allaient sortir bientôt, et notamment sur le fait qu'il y ait peut-être, est-ce que vous avez déjà l'idée de certaines collections? Est-ce qu'il va y avoir des collections ou au contraire, l'Europe formera un tout et il n'y en aura pas? Je pense que pour l'instant, l'Europe formera un tout. C'est déjà assez pour moi pour commencer. Donc, il n'y a pas de collection pour l'instant. Il y aura certainement plus tard une collection semi-poche. Il y a certainement des idées qui vont venir. Mais pareil, il faut que j'expérimente, il faut que je vois comment ça marche, ce que les gens souhaitent lire, ce que sont les retours, où je peux avoir des bonnes résonances. Donc, mon tout premier livre, c'est un livre néerlandais que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Il date de 2010, je pense. Il est vraiment déjà plutôt vieux et qui m'a complètement enchantée et qui m'a donné l'envie pour la première fois de monter ma propre maison ou de trouver... J'avais envie de la cacher, en fait, cette autrice. J'avais envie de ne pas la montrer à mes collègues ou à en parler. J'avais envie de la garder jusqu'au moment où je pouvais la faire. Et c'est la première, donc, le premier roman que j'ai acheté. Et c'est Marente de Moor, qui est une autrice néerlandaise. C'est la fille d'une grande romancière néerlandaise, Margriet de Moor, et qui a commencé à écrire elle-même déjà il y a longtemps. Donc en 2010, c'était déjà son deuxième ou son troisième roman. Et c'est moi qui vais le publier. Donc, je suis hyper heureuse. J'ai là la Halle plat. C'est un roman, mais je peux vous montrer aussi l'original. C'est un roman sur une jeune fille qui fait l'escrime et qui est envoyée par son père. Donc, en 1936, elle est envoyée par son père en Allemagne, des Pays-Bas, en Allemagne, pour se perfectionner dans le sport d'escrime. Donc, son père l'envoie chez un ancien ami à elle et elle ne sait pas trop ce que c'est, ce qui l'attend. Et en fait, c'est son passage, elle a 18 ans, c'est son passage à l'âge adulte. Et en même temps, on voit que l'Allemagne se prépare à la barbarie. C'est après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale se prépare. Et il y a ce basculement, cette perte de l'innocence et ce basculement de l'Allemagne dans la barbarie qui est extrêmement bien narré. Et c'est une langue qui m'a vraiment tout de suite convaincue. Et ça, c'est donc mon premier roman qui, pour moi, montre très bien ce que je veux faire, le souffle d'une histoire qui nous emporte et à la fois intelligent, parce qu'il y a un arrière-fond historique important et un symbolisme historique important. À la fois, c'est très européen parce que ça va jusqu'au cœur du conflit aussi entre ces deux cultures et ces deux mondes. Et à la fois, c'est juste une romancière qui n'a jamais été traduite en France, je pense qu'à cause de sa mère, ce qui n'est pas très juste, mais qui continue à écrire avec beaucoup de succès, à être traduit à peu près partout dans le monde. Donc, ce roman-là, il est traduit dans 10 langues. Et
moi, je pense que ça va juste être un grand plaisir de lecture pour tout le monde. Donc, moi, j'ai hâte de savoir ce que tout le monde en pense. Mais ça, c'est donc en janvier 23. Et nous sommes en train, on vient de changer le titre parce que ce n'était pas le bon titre et l'autrice nous a corrigé. Donc, on commence à bien se mettre dans le travail. Et sur le texte, la traduction vient d'être livrée et maintenant on travaille donc sur le texte. Et oui, ça me touche beaucoup parce que c'est le tout premier. Mais après, je suis très excitée aussi de tous les autres livres que j'ai achetés. Donc, la Suisse, que je vous ai montré tout à l'heure, qui a écrit, donc c'est une autrice Dana Grigorcia, qui est d'origine roumaine. Donc, elle a grandi en Roumanie. Maintenant, elle est suisse. Et elle écrit ce Dracula, donc c'est une fantasmagorie, ce Dracula, qui est le mythe le plus important, enfin un des grands mythes européens d'horreur et aussi ce sont des suceurs de sang et elle considère qu'elle raconte à travers ce mythe des suceurs de sang comment le système de Ceausescu est toujours présent dans cette ville roumaine comme des vampires, en fait. Mais il y a des vrais vampires dans ce roman. Donc, ça part dans tous les sens. C'est très charnel, c'est très, encore une fois, très enveloppant comme langage et très drôle, très amusant aussi et très intelligent. Donc, ça, c'est un roman qui m'a passionnée. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs remontrer la couverture du premier, parce qu'elle est, en plus en noir et blanc, elle est superbe. Ah, ça c'est l'original. Ça c'est l'original. En fait, sur l'image, on voit une médailliste olympique allemande en escrime de 1933. C'est une image qui a été reprise par toutes les couvertures dans le monde entier. Et donc, moi, j'ai pris le même. Et ça, c'est l'identité graphique préliminaire de ma maison. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit très bien. Avec le logo sur le dos. Le logo, il y a toujours cette petite boussole qu'on retrouve sur le site. Et après, il y a un peu des lignes géographiques qui sont censées montrer, je ne sais pas si vous voyez ça là, qui sont censées rappeler un peu l'idée de la carte. Et, donc, on réfléchit en ce moment sur les détails de cette couverture. Et après, donc, le roman sur lequel duquel je vous ai déjà parlé, c'est celui-là, c'est Asta Olivia Nordenhof. C'est ce roman d'un couple c'est un amour assez dur et ça touche à peine cette catastrophe sur le bateau avec les 159 morts. Et ce criticisme du capitalisme, donc c'est vraiment une histoire, c'est un amour quand même assez douloureux. Le couple, ils ne sont pas très heureux, mais il y a des moments de bonheur et c'est très, très bien écrit. Et on réfléchit donc sur ce cheval blanc. Moi, j'adore les chats, j'adore les chevaux. Et j'ai un peu envie de mettre un cheval. Il y a un cheval dans l'histoire. Donc ici, il y a un autre cheval. Donc, on réfléchit. Ou si on met juste le bateau en tout petit, avec une idée du feu. Donc, je ne vous demande pas de voter, mais vous aimez le troisième? Le troisième, le premier et le troisième, en effet, sont, en tout cas à mon sens, sont magnifiques. Est-ce que c'est d'ailleurs, vous disiez, je ne vous demande pas de voter, mais est-ce que ça vous est peut-être venu à l'idée de faire des sondages au travers des lecteurs pour sélectionner justement ce genre de choses, ce genre de détails? Oui, je veux faire tout ça. Je n'arrive pas tout le temps parce que c'est très... enfin là, j'ai fait mon premier concours Instagram. Déjà, c'était pour moi un casse-tête pas possible, mais parce que je débute dans tout ça. Mais j'aime beaucoup ça et je trouve que, oui, il n'y a pas assez de ça dans la littérature littéraire. Il n'y a pas assez de fun et de sondages. Pourquoi pas? Moi, dans tous les cas, là, je demande tout le monde autour. Et
non, j'aimerais bien faire ça, mais il me faut, j'attends encore que, donc la semaine prochaine, il y a une nouvelle stagiaire qui arrive, qui a beaucoup d'expérience avec les réseaux sociaux. J'espère qu'elle va me montrer comment faire pour les sondages et peut-être on pourra le faire. Mais tout Donc ça, oui, c'est encore très lourd pour moi parce que j'essaie de développer et c'est nouveau. Donc, bien sûr. Joël demandait combien vous étiez dans la maison d'édition. On précise que Katharina est seule à temps plein et qu'ensuite, elle a des freelances qui travaillent pour elle sur différents domaines, comme la communication ou l'impression, évidemment, j'imagine. C'est bien ça, hein, Katharina. j'ai des apprentis quand même. J'ai des apprentis en éditorial et en communication. Donc, ça commence à se mettre en place. Il y avait une question de Clara également qui demandait comment allez-vous procéder pour découvrir des auteurs de langue vernaculaire, car c'est ce qui manque dans l'édition française. Et si oui, avez-vous des collaborateurs qui lisent pour vous ces langues? Oui, je pense que je n'ai pas des collaborateurs, j'ai un réseau de bons contacts et c'est surtout dans les langues très rares, ce sont surtout des traducteurs qui amènent des projets ou qui sont en contact déjà avec les agents, avec les agences donc chaque pays européen, quasiment chaque pays européen a une agence de promotion de littérature de leur pays. Et ils aident beaucoup, ils mettent donc ça c'est l'avantage de l'Union européenne, et ils font un travail énorme, et même dans les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, ils font un travail énorme pour soutenir la transmission entre les cultures. Donc, ils font des traductions exemples, donc quelques pages de traduction. Et ils nous mettent en contact aussi avec les traducteurs qui sont intéressés de défendre un livre, de nous parler d'un livre. Donc, ça, oui, j'ai beaucoup de contacts comme ça, donc dans quasiment tous les pays. Ça marche assez bien. Moi, je suis assez satisfaite. Et après, comme je dis, je lis beaucoup les traductions qui sont faites en Allemagne, parce que là, il y a des vrais trésors à découvrir un peu partout. Donc là, je découvre une autrice slovène qui traduit seulement en anglais et en allemand, mais qui est juste excellente. Et je suis hyper contente de pouvoir la lire parce que j'ai 3 longueurs d'avance du coup. et ça, c'est... j'ai aussi trouvé un auteur croate qui m'a été recommandé par un autre auteur croate que j'ai rencontré comment il s'appelle, Slobodan Snyder, qui était publié chez Liana Levy avec un grand roman et que j'ai rencontré sur un festival, et je lui demandais mais qui est l'auteur croate qui devrait absolument être traduit en français, et il m'a donné un nom. Et ça m'a pris un petit moment de trouver les déteneurs de droits, mais ça valait vraiment la peine et je l'ai acheté et je suis hyper contente. Donc, le prochain prix Nobel, j'en suis sûre. Alors, j'aimerais qu'on parle de la carte interactive, puisque véritablement, c'est aussi quelque chose d'inédit avec cet écosystème de la littérature européenne. Votre but, c'est de réinventer ce lien entre l'éditeur et le lecteur, et c'est aussi le but de nos rencontres au final. Nos initiatives sont plutôt communes. Justement, en quoi vous voulez rapprocher cet éditeur du lecteur? Est-ce que pour vous, les éditeurs sont comme je le pense aussi, et c'est pour ça que ces rencontres existent, est-ce que les éditeurs sont pour vous entre guillemets, les vilains petits canards de l'édition, et qu'on ne les voit pas assez, qu'on ne les entend pas assez? Ah oui, oui, j'aime beaucoup quand sur les festivals, parfois il y a ce moment où l'auteur, ils disent sur scène, ah, mais j'aime pas du tout le titre, parce que dans le public, on demande toujours qui a choisi le titre et pourquoi, ou qui a choisi cette couverture. Et alors l'auteur, il dit, ah, moi j'aime pas du tout ce titre et j'aime pas du tout cette couverture. Et le traducteur, il dit, ah, mais moi non plus. Et c'est l'éditeur qui a choisi ça. Et en fait, l'éditeur n'est pas là, il peut pas se défendre. Donc c'est un peu, oui. Non, après, l'édition, on a tendance à l'oublier quand on parle beaucoup avec des collègues qui ont une passion énorme, mais c'est aussi c'est une structure économique qui a besoin de survivre et qui a besoin de payer les gens qui travaillent pour elle. Et donc, pour moi, ce n'est pas le vilain canard, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup de temps
ou de loisirs, ou qui est beaucoup entendu quand, on n'est parfois pas bien entendu quand on dit ça c'est trop cher, ça je ne peux pas faire, c'est trop risqué. Les gens ont tendance à se dire ah mais tout ce qu'elle veut c'est faire de l'argent, mais en fait non, on ne veut juste pas juste qu'on fasse banqueroute l'année prochaine et que l'auteur n'a plus d'éditeur. Enfin, ça serait aussi un peu dommage. Donc, c'est une question de survie souvent. Et oui, je pense que l'éditeur doit être plus proche des lecteurs, mais en expliquant ces enjeux-là, en expliquant que la littérature ne se fait pas gratuitement. Il y a une traduction, ça veut dire 6 mois, 4-6 mois, parfois 1 an et demi de travail d'un traducteur plein temps. Il ne fait que ça, il ne fait rien d'autre. Donc, c'est pas seulement un coût, mais c'est aussi une énergie énorme qui est investie et qui est devenue très rare aujourd'hui. Donc, on peut mettre DeepL et ça prend 3 secondes de traduire tout un livre, ou on peut mettre quelqu'un qui consacre une partie de sa vie énorme à un seul livre à traduire. Et donc, ça a un coût, ça demande une énergie énorme. Et je pense que quand on explique ça mieux, ça intéresse les lecteurs aussi. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut montrer la valeur d'une traduction faite à la main et pas faite par DeepL. Et ça montre l'art de la traduction aussi. Et la précision qui est nécessaire et l'équipe qui est nécessaire pour créer l'objet livre. Et pour moi, toute la magie est là. C'est un travail d'équipe, c'est un travail qui est souvent trop peu visible, un peu comme les libraires qui passent leur temps à ouvrir les boîtes et tout le monde pense toujours qu'ils font que lire des livres dans leur boutique. Et en fait, ils font un travail dur de déballage et d'emballage de livres tous les jours. C'est un peu pareil pour les éditeurs. Je pense qu'en ouvrant un peu les coulisses et en montrant un peu ce qu'on fait, ça peut être passionnant pour tout le monde et ça peut mettre mieux en valeur aussi l'édition petite. On vous a perdu, Anthony, peut-être. C'est bon, ça y est, je suis revenu. La connexion est instable. C'est bon. Je vais vous proposer de partager l'écran en affichant justement la carte interactive et j'aimerais que vous nous la commentiez peut-être. Est-ce que vous la voyez? Tout le monde la voit, c'est bon? Oui, on la voit très bien. Enfin, moi, je la vois très bien. Parfait. Oui, donc l'idée, c'était vraiment de montrer la richesse et la diversité et de faire ce petit jeu de mettre chaque roman sur la carte, sur un point précis, pour pouvoir en parler, pour pouvoir parler de... Oui, pour pouvoir parler d'un livre, mais aussi de son atmosphère, de son arrière-fond historique, parce qu'il y a souvent la littérature européenne, elle est quand même souvent historique aussi. Enfin, au moins, c'est historique, sociologique. Enfin, ça reflète vraiment toute une culture. Donc, quand je vois défiler les livres là, quasiment tous les livres que j'ai mis sur la carte, parce que je les aime et je les apprécie beaucoup, ils sont très, très imprégnés par l'histoire européenne. Ou l'histoire de leur territoire, de leur origine. Et je voulais montrer ça et je me suis, à vrai dire, pas rendu compte de l'effet que ça allait avoir, parce que pour moi, c'est magnifique quand vous survolez là comme ça c'est tous les livres que j'adore et j'aime bien les petits drapeaux qui se ramassent comme ça quand on s'approche et qui devient, quand on s'approche de la carte, on voit où ils sont placés. Moi, j'aime beaucoup cet effet et je voulais qu'on puisse s'aventurer un peu en découvrant les livres à travers leur origine, à travers leur localisation. Donc,
je vais pas placer les livres là où l'auteur est né, où l'auteur vit, mais vraiment là où joue l'histoire du roman. Donc, ça, c'est un peu différent aussi. Donc, ça, c'est difficile à faire parce que les éditeurs, en général, ils mettent la littérature polonaise, mais ils ont du mal à mettre les romans sur l'endroit où joue l'histoire, parce que ça, il faut avoir lu le livre, donc on ne peut pas faire ça mécaniquement. Ou mes collègues me disent on peut faire un truc avec l'intelligence artificielle, mais moi, je n'y crois pas une seconde et je ne vois pas la valeur. Je pense qu'il faut vraiment, oui, voilà, il faut connaître l'histoire et mettre l'histoire là où elle joue pour que ça ait une valeur pour le lecteur autre que de juste savoir d'où ça vient. Par exemple, là, Andros Kiverak, vous avez peut-être entendu parler de ce livre, c'est incroyable ce livre, c'est un ouvrage monstre vraiment parce que il y a toute la culture estonienne dans ce livre et ça se lit comme un roman aventure un peu tolkienien, enfin c'est violent, c'est magnifique, c'est vraiment un très très beau roman et c'est le traducteur qui l'a découvert et qui l'a proposé et je pense que c'est complètement invraisemblable, mais ça a été un énorme succès en France parce que ça a été bien publié par le Tripode avec amour et avec finesse. En Allemagne, c'était un flop total parce que ça a été publié comme un roman de l'imaginaire pour la jeunesse, en fait. donc, il s'est vendu, il ne s'est pas du tout vendu et il n'a pas été compris comme il faut. Et il a été traduit d'une manière complètement différente. Ça, c'est un sujet qui me passionne parce qu'en Allemagne, on traduit complètement différent qu'aux États-Unis ou en France. Il y a des écoles. Et en Allemagne, il a été, comme souvent, traduit d'une manière très, très, enfin, presque surfidèle, très à la lettre. Et donc, il a perdu toute sa magie. Moi, j'ai lu quelques pages et j'étais horrifiée. Donc, c'est vraiment, moi, c'est ça aussi qui me passionne dans ce projet. C'est aussi un peu pour moi. Donc, raconter cette anecdote pour cet auteur et qui avait découvert ça dans une assemblée de traducteurs, justement. Et en effet, l'anecdote était succulente. Pour en revenir à cette carte, on rappelle que n'importe qui peut y ajouter ses ouvrages. Ça, c'est important de le dire. Vous pouvez, elle est participative, interactive. Et donc, pour le coup, vous pouvez aussi participer à la création d'un drapeau. Alors, évidemment, qui est soumis à validation de votre part, il me semble. Mais tout le monde peut y participer. Oui. C'est soumis à validation pour la simple raison que je reçois déjà maintenant des romans qui ne sont pas traduits du tout, qui viennent de la France, d'auteurs français, et donc qui font pas partie du projet ou qui sont issus qui sont des polars ou des thrillers. Et moi, je voudrais vraiment garder le caractère de la carte, garder cette identité pour que les lecteurs puissent se fier à la qualité des romans qui sont sur la carte. Donc, je valide. Et pour l'instant, donc on est en train de retravailler les formulaires d'inscription et les formulaires de proposition de romans. Pour l'instant, c'est encore assez vague, mais il y a des critères très précis qui s'appliquent. Donc, il ne faut pas que ça soit traduit de l'anglais. Il faut que ça soit traduit, il faut que ça soit publié chez un vrai éditeur. Et il faut qu'est-ce que j'ai oublié? Il ne faut pas de littérature de genre et plutôt la littérature à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est les règles de jeu. Et après, moi, je suis contente quand tout le monde m'envoie leurs romans, leurs coups de cœur et les livres qui sont... J'ai déjà reçu des propositions magnifiques que je ne connaissais même pas. Et j'ai très envie que la carte s'enrichisse donc beaucoup et devienne à un moment plus tellement une porte d'entrée vers la littérature européenne, mais des véritables archives de ce qui se fait en traduction en français de la littérature européenne, de qualité toujours. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne voyez aucune concurrence dans l'édition et on aimerait que tout le monde pense la même chose.
Mais vous êtes devenue donc la première éditrice à faire cette promotion d'autres éditeurs, d'autres livres. Et ça, c'est tout à votre honneur parce que c'est la première fois qu'on voit ça. En principe, rares sont les éditeurs qui permettent d'avoir accès à d'autres maisons. Comment vous envisagez les choses justement sur ce pan-là? Est-ce que vous espérez que d'autres éditeurs aussi participent à cela? Oui, tout à fait. Et ils le font déjà dans une petite partie. Donc, moi, je leur propose souvent des partenariats de communication. Donc, j'ai fait mon premier concours duquel j'ai déjà parlé avec les éditions Zoé sur un roman suisse. Et ça, en fait, ça vient d'un partenariat avec la fondation Pro Helvetia qui promeut la littérature suisse. Donc, il y a tout à fait des partenariats qui sont prévus pour que vraiment tout le monde travaille ensemble pour rendre cette littérature plus visible, mais pour financer aussi ce travail de mise en lumière que moi, je ne pourrais pas faire si je n'avais pas un peu de soutien. J'ai aussi décidé de faire un partenariat de communication avec le site Lisée, donc les éditeurs de Etis qui font parfois un travail magnifique sur les romans vintage, enfin sur les redécouvertes littéraires de l'Europe. Et c'est difficile de les trouver, moi je trouve toujours. Et quand je vois qu'ils font un auteur allemand des années 30, Frido Lampe, ça c'est incroyable, ça me frappe et j'ai très envie de le mettre sur la carte tout de suite. Et donc eux, ils vont en retour parler un peu des Argonautes et ça me va tout à fait. Je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que vraiment le plus qu'on parle de la littérature européenne en disant ça ne fait pas peur, c'est de qualité, c'est ce qu'on cherche quand on aime les grands romans. Le mieux c'est, moi je pense vraiment on peut à l'image des traducteurs comme Eric Pourry pour l'islandais, il ne travaille pas avec un éditeur, il travaille pour la littérature islandaise. Et moi, je ne travaille pas que pour ma maison, mais avec les traducteurs pour rendre plus visible. Enfin, moi, je travaille pour ma maison, ça c'est sûr, mais j'ai envie de mettre en lumière vraiment toutes les langues et les cultures et cette idée qu'il ne faut pas avoir peur d'un auteur roumain. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Il y a des très bons romans. On confirme, on confirme. Est-ce que vous avez, alors je sais que vous fourmillez d'idées déjà, hein, je pense que là vous avez beaucoup d'idées pour la création de la maison et vous êtes forcément excité à l'idée qu'elle se crée rapidement et que les premiers livres sortent, mais est-ce que vous avez déjà envisagé quelque chose sur le livre numérique, sur le livre audio, vu que vous travaillez au sein du labo de l'édition qui promeut ces nouvelles technologies également et ces nouvelles façons de travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aussi s'envisager de ce côté-là? Et je pense qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des auteurs d'un tel niveau, c'est clair, ils vont tout de suite sortir en numérique également. Ça, c'est pas un problème non plus. C'est plus très difficile aujourd'hui. Pour le livre audio, c'est plus compliqué sur le marché français parce que la littérature littéraire est encore très peu diffusée ou enfin, le lectorat est encore assez peu présent. Ça devient de mieux en mieux et j'espère bien pouvoir céder les droits comme on cède les droits poche à des partenaires pour ces livres-là où eux, ils voient du potentiel. Moi, je ne vais pas dans un premier temps pouvoir financer la production d'un livre audio. C'est encore plus coûteux qu'une traduction. Donc, il faut savoir, je pense, oui, c'est 3, 4, 5 000 euros par heure et par une centaine de pages. Donc, c'est assez onéreux. Donc, il faut que ça se finance et ça ne va pas être dans un premier temps. Mais je vais pouvoir, si Audiolib m'approche et veut acheter les droits d'un de mes romans pour en faire un livre audio, je serai ravie. J'adore notamment la version audio de l'homme qui savait la langue des serpents. C'est la meilleure version. Et justement, alors sur le côté européen, sur le côté passation des langues,
Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on fait généralement plutôt pour la poésie, plutôt pour des petits ouvrages, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire des éditions bilingues? Est-ce que vous avez pensé à faire des éditions en différentes langues pour aussi faire passer la langue, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, mais plutôt à l'écrit pour le coup? Est-ce que ce fut une idée? Je vais vous surprendre, moi j'aime pas du tout ça. Je trouve que quand on connaît la langue, c'est très irritant de devoir comparer tout le temps deux versions. Non, je pense pas que je vais faire ça. Peut-être pour les grands classiques, si c'est demandé, si les gens sont très intéressés d'avoir ça, peut-être dans une version poche, mais je pense pas que ça sera ma démarche. Moi, j'aime vraiment la traduction. J'apprécie cette idée d'une interprétation, aussi d'une adaptation dans une autre langue et une autre culture. Donc, même en poésie, où ça se fait beaucoup, moi, ça me gêne dans la lecture, ça me met dans toutes sortes d'états de comparaison et de... Enfin, c'est ma maladie professionnelle aussi, mais je pense que je serais très critique de devoir comparer tout le temps et de voir ce que moi je ferais autrement. Donc, Oui, sans forcément comprendre la langue. Alors, vous avez cette chance d'être trilingue, pas forcément moi en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a ce côté découverte d'une langue, ce côté inconnu, même sans la comprendre. On a aussi cette faculté peut-être à avoir la résonance, ou en tout cas le rythme peut-être d'une langue particulière, d'une page à l'autre. Tout à fait. Donc, moi, je suis trilingue dans les trois langues, mais je lis beaucoup de langues, un peu passif, et je trouve ça très riche de regarder comment s'exprime, par exemple, l'autrice néerlandaise. Je ne pourrais pas la comprendre, mais quand je lis, je peux quand même comprendre beaucoup, et la danoise aussi, donc, parce que ça, c'est des racines allemandes donc, ou germaniques dans la langue, mais oui, il y a une résonance dans la langue, mais on espère quand même que la traduction arrive à ce que ça résonne pas trop, donc que ça devient quand même du beau français. Et ça, c'est le grand art. Et je pense que ce qui peut être plus intéressant sur ce niveau-là, c'est vraiment de découvrir la façon d'un auteur de s'approcher d'un sujet, de s'approcher de son histoire, d'apprendre comment il parle d'une histoire et comment il absorbe la tradition littéraire de sa langue, de sa littérature, et comment il absorbe éventuellement, enfin, ce qui est beaucoup le cas, la littérature américaine ou la littérature de ses voisins ou la littérature qu'il apprécie, c'est souvent le français d'ailleurs, donc dans la littérature roumaine, il y a énormément des influences turques et français, par exemple. Donc, c'est ça que moi j'aime quand je lis un texte en traduction, c'est que je vois les résonances et les influences dans l'écriture sans que la langue originale me gêne ou gêne le français ou en occasion, si c'est le français. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un petit passage je crois que c'est le premier livre. Vous avez préparé un petit extrait en lecture. Donc voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est parfait, merci. Ça, c'est drôle quand il y a... J'arrive pour Floriane. Floriane, je refais la photo pour toi. Je te vois à l'écran. C'est bon, c'est fait. Katharina, c'est à vous pour la lecture du passage. Je vous lis un petit passage qui est le début du roman de Marente de Mor qui s'appellera La Vierge néerlandaise et qui paraîtra en janvier 2023. Voilà. Pardon pour mon accent terrible allemand, je ne m'en débarrasse plus, c'est comme ça. Von Böttich a été une gueule cassée, mais au bout d'une semaine, je ne remarquais plus ses cicatrices. On s'habitue vite aux anomalies physiques. On a déjà vu des personnes horriblement mutilées, heureuses en amour parce qu'elles avaient rencontré quelqu'un qui n'était pas dès l'abord obnubilé par la symétrie. Pourtant, en dépit des exemples que nous offre la nature, la plupart des gens ont la manie de séparer les choses en deux moitiés parfaitement égales. Egon von Bötticher était beau,
Ses cicatrices étaient laides. Une plaie boursouflée, infligée par une arme émoussée dans une main instable. Comme on ne m'avait pas prévenu, la première impression que je lui ai faite a été celle d'une jeune fille choquée. J'avais 18 ans et j'étais habillée trop chaudement en descendant du train après mon premier voyage à l'étranger. Maastricht, Aix-la-Chapelle, un trajet négligeable. Mon père m'avait accompagnée à la gare. Je le vois encore, debout devant la fenêtre du wagon, étonnamment petit et maigre, tandis que des colonnes de vapeur s'élevaient derrière lui. Il avait fait un bond de côté quand les 2 coups de marteau du visiteur de gare avaient commandé le desserrement du frein. Des wagons rouges sortant des mines roulaient à nos côtés, suivis par des wagons à bestiaux d'où s'échappaient des beuglements, et dans ce boucan, mon père est devenu de plus en plus petit avant de disparaître dans un tournant. Ne pose pas des questions, pars, c'est tout. Pendant son monologue, un soir, après le dîner, il avait à peine pris le temps de respirer. Il parlait d'un vieil ami, autrefois un très bon ami, toujours un bon maître. Ensuite, soyons honnêtes, nous savions que je devais saisir cette occasion si je voulais réussir dans le sport. Je ne voulais quand même pas devenir servante. Bon, alors, voir ça comme des vacances, quelques semaines d'escrime dans ce très bel endroit qu'est la Rhénanie. Entre 2 gares, il y avait 40 kilomètres. Entre les 2 gares, il y avait 40 kilomètres. Entre les 2 amis, 20 ans. Sur le quai d'Aix-la-Chapelle, von Bötticher me tournait le dos. Il savait que je viendrais vers lui. C'est le genre d'homme qu'il était. Et je devinais en effet qu'il ne pouvait être que le géant basané coiffé d'un hambourg crème, pas de costume assorti au chapeau, mais un polo en laine peignée et une sorte de pantalon marin, un de ceux qui ont une large bande à la taille, très distingué. Et moi, la fille, je débarquais dans une robe chasuble rapiécée. Quand il a tourné son visage déchiré vers moi, j'ai eu un mouvement de recul. La chair fibromateuse avait pâli avec les années, mais elle était encore rose. J'imagine que ma réaction l'a agacé. Je n'étais probablement pas la première à réagir ainsi. Ses yeux se sont portés sur ma poitrine. Je saisis mon médaillon pour cacher ce que ma robe permettait à peine de voir. C'est tout. Il parlait des bagages. Il avait tâté mon sac d'escrime pour sentir combien d'armes il contenait. Ma valise, c'était à moi de la porter. L'image idyllique que je me faisais de mon maître avant de le rencontrer s'est très vite effondrée. Merci Katharina pour cette exclusivité. Je suis ravi et on sent déjà la langue qui tille un petit peu. Donc, je sens que ce premier roman va être forcément un enjeu pour vous, mais j'imagine que les lecteurs seront présents. Et justement, par rapport à ces lecteurs, vous visez des lecteurs peut-être différents qui ont une certaine curiosité européenne. Comment vous les visiez? J'ai vu un sondage justement sur cette histoire de grands lecteurs et de lecteurs qui achètent des livres de manière plutôt moins fréquente. Quel type de lecteur vous visez? Oui, évidemment, je vise les grands lecteurs qui sont toujours ceux qui sont le plus intéressés par la littérature étrangère aussi. Donc, ils sont malheureusement de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés. Donc, ça se situe vraiment quasiment chaque année, quelques années plus loin de la soixantaine. Enfin, on voit aussi ce phénomène sur les festivals littéraires déjà. Et donc, c'est ça qui m'a chagrinée aussi. Je vise ces lecteurs-là avec beaucoup de tendresse pour ces lecteurs. Moi, j'ai ma mère qui me conseille beaucoup pour la littérature aussi. On lit toujours les mêmes livres et on en parle beaucoup. Et c'est une grande lectrice qui a 83 ans. donc, je pense que c'est un peu ce lectorat-là qui porte en ce moment encore la littérature étrangère en majorité, donc selon les études.
Mais il y a une autre tendance qui est assez intéressante. Déjà, il y a toujours des jeunes personnes qui commencent à lire et qui ne peuvent pas arrêter. Et je pense que là, on est quand même dans une moyenne d'âge bien plus jeune que ce que je viens d'évoquer. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de lecteurs qui lisent de manière beaucoup plus éclectique. Ils ne vont plus dans les librairies pour demander conseil à leur libraire ou pour éplucher les tables, mais ils s'intéressent à un sujet spécifique, à un moment spécifique et sous une forme spécifique. C'était très frappant là avec la guerre en Ukraine, comment la littérature ukrainienne, qui avant n'était pas de grand intérêt pour la plupart des lecteurs, a explosé tout d'un coup et tout le monde voulait en lire et pour raison, parce que c'est fascinant de pouvoir mieux comprendre une situation historique, culturelle insupportable et de s'engager quasiment intellectuellement. Donc, je pense que c'est ça que cherchent ces lecteurs et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver à un moment précis, un livre précis chez les éditeurs. Il faut vraiment, en fait, il faut être prêt de demander du conseil à son libraire. Et je pense que beaucoup de jeunes lecteurs ne sont pas forcément habitués d'aller dans les librairies et de demander leur libraire. Donc, mon idée, c'était cette carte et à travers de cette carte, de trouver aussi les lecteurs qui sont peut-être un peu perdus, qui tapent juste dans Google littérature ukrainienne et qui vont sur mon site trouver tout ce qu'il faut, mais pas forcément sur les sites des éditeurs qui ont du mal en fait, qui ne sont pas toujours organisés dans ce sens-là, ce qui est normal parce que ce n'est pas leur spécialité, c'est très bien fait chez Gallimard, c'est très bien fait chez Actes Sud, où les romans sont organisés par langue. Mais quand on va chez Robert Laffont ou chez Presse de la Cité ou chez Albin Michel, c'est déjà beaucoup plus difficile de trouver leur fond en littérature traduite d'une certaine langue. Et ça devient encore beaucoup plus difficile quand on cherche la littérature lituanienne ou lettonne. Et on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui a été fait pendant 10 ans, quasiment, et que c'est très difficile de trouver. Sauf si un livre s'appelle, par exemple, Vilnius Poker, comme le grand roman qui a été publié chez... Voilà, c'est tout ça l'ouverture. Ça, c'est facile, évidemment. On cherche Vilnius et on trouve Vilnius Poker. Mais quand un livre s'appelle Ceux qui ne meurent jamais, comme mon livre ce Dracula, c'est déjà plus compliqué de savoir qui vient de la Roumanie, donc, ou qui joue dans la Roumanie. Donc, oui, donc je cherche ce public-là qui est plus éclectique, qui se désintéresse très vite quand il ne trouve pas tout de suite ce qu'il cherche. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, que malheureusement, la guerre en Ukraine est dure, mais l'intérêt qu'on peut avoir vite fait pour un livre laiton, ça s'efface très vite. Et pour moi, il faut amener justement à faire le lien entre l'éditeur et le lecteur de cette manière-là aussi et valoriser le travail de traduction qui a été fait. Trouver peut-être tout simplement les traducteurs et leur suivre. Un lecteur trouve un livre qui n'est plus réédité, où les droits sont épuisés. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous puissiez vous en saisir et que vous puissiez acheter les droits de la dite maison? Est-ce que c'est envisageable? Oui, bien sûr. Oui. Ça, ce sont les fameuses redécouvertes ou rétraductions. Ça dépend de ce qu'on veut faire et la qualité de la première traduction. C'est tout à fait possible. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que les bons romans sont nombreux, mais pas si nombreux non plus. Donc, quand on trouve un bon roman, il vaut mieux le garder disponible ou le rendre redisponible. Et si quelqu'un me découvre un petit bijou, moi, je suis toujours prenante. Donc... Question sur le logo de la maison d'édition, parce qu'il est quand même plutôt poignant. On voit cette femme aux cheveux rouges. Justement, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce logo-là?
Non, pas tellement. C'est un peu comme avec les Argonautes. Je voulais faire un contrepoint. Je ne voulais pas que ça soit trop masculin après que j'ai appelé la maison les Argonautes. Et je voulais que ça soit une femme et qu'elle montre les émotions, l'histoire aussi. Donc pour moi, ça transmet bien ce que pour moi et l'Europe, le patrimoine culturel européen. Et l'aventure, les cheveux dans le vent. Et j'aime bien, oui, j'aime bien cette idée d'une femme qui fait des aventures. Va savoir pourquoi. Donc, C'est la dernière. Pour le coup, quand vous lisez un manuscrit, puisque là, vous ne lisez pas de nouveaux manuscrits en réalité, mais des manuscrits qui ont déjà été publiés pour l'instant, quand vous lisez, quels sont les axes qui vous font tomber en amour devant le texte? Quels sont les angles, les axes, le style? Est-ce que le style prime sur l'histoire? Qu'est-ce qui vous séduit en premier lieu? c'est la langue, oui, c'est la langue. Il faut que ça porte, que ça m'emporte. Et après, ça va avec l'ambition littéraire. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de faire des belles scènes et de les enchaîner. Ça m'ennuie vite. Pour moi, c'est aussi une question de construction et de choix de sujet et du choix de la forme pour le sujet. Donc, j'ai acheté le roman de cet auteur croate qui m'a été recommandé parce que je trouvais ça incroyable comme il arrivait à construire son roman. Et c'est l'histoire d'un écrivain qui perd sa petite amie parce qu'il lui raconte que des mensonges. Et donc, ça commence d'une manière très légère et on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il raconte que des mensonges? Elle veut juste savoir d'où il vient et où il a passé son enfance. Et il n'arrive pas à raconter la vraie histoire. Et après, ça part dans l'histoire de son enfance qui a été extrêmement douloureuse parce qu'il a toujours pensé qu'il était responsable de la mort de son père. Et c'est une histoire incroyablement touchante et très proche de ce petit garçon. Donc après, il raconte l'histoire de ce petit garçon qui vraiment dans une sorte espèce de huis clos avec son imaginaire parce qu'il imagine être coupable de la mort de son père et à la fois il a des amis imaginaires qui le torturent et qui menace de tuer sa mère. Et enfin, c'est vraiment un enfer d'une enfance. Et là, oui, c'est ça qui m'a convaincue, c'est que l'auteur ose quelque chose et il trouve la langue pour le transmettre. Et il nous amène dans son univers qui est unique et qui est pour moi très européen, encore une fois, parce que ça aussi, c'est une histoire qui joue juste avant l'éclatement de la guerre en Yougoslavie. Et il y a toute l'histoire douloureuse de l'Europe qui est à l'intérieur de cette histoire, mais elle est très personnelle, elle est unique, singulière et très, très touchante et très littéraire. Donc oui, je cherche une intelligence littéraire, une ambition littéraire et une langue qui se présente. Merci infiniment, Katharina. Écoutez, on vous souhaite le meilleur, mais on souhaite le meilleur surtout aux Argonautes. Donc, on le reprécise, les premiers livres sortiront début 2023. L'attente va être très longue pour nous en tant que lecteurs après cette rencontre, mais on espère vous voir très vite sur table en librairie et avec la plus grande diversité européenne possible. Donc, merci infiniment, Katharina, et merci également à l'agence et Tutti Quanti, Joali et Adélaïde qui sont là, il me semble. Donc, merci infiniment à tous et à très bientôt, Katharina. Merci à très bientôt. Cette possibilité de développer. Et entre-temps, il y a la carte, j'espère. Exactement. En attendant, il y a la carte pour que chacun puisse faire découvrir aux autres et faire découvrir ses coups de cœur européens. Et j'imagine qu'on va tous s'y atteler après cette rencontre. Donc, merci. Merci, Katharina. Bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.